Et coucou tout le monde, salut, bah écoutez j'espère que vous allez bien, que en ce mois d'octobre vous faites de très très bonnes lectures et cette fois-ci j'ai décidé de faire un petit tag pour changer parce que j'ai l'impression que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait un et puis j'en ai vu un il y a pas longtemps sur la chaîne de Jurassic Jones dont je vous mettrai le lien en note que j'ai trouvé plutôt sympa, surtout qui était très très adapté à cette saison automnale et puis maintenant que les températures commencent vraiment à devenir un petit peu plus agréables, là ça y est on sent vraiment, je sais ça fait plein de fois que je dis, mais cette fois vraiment là ça y est, ça commence à devenir un petit peu plus permanent, on sent vraiment que la saison arrive et qu'elle est en train de s'installer petit à petit, donc pourvu que ça dure. Donc puisque ça tombe bien, eh bien ce tag s'appelle It's Finally Fall Book Tag. Et bah écoutez, on va commencer tout de suite avec comme première question, ou en tout cas comme première catégorie, en automne, l'air est frais, nomme un livre avec une ambiance revigorante et animée. Alors revigorante et animée, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi en fait, à partir du moment où il y a un petit peu de vie, un petit peu d'animation. Comme d'habitude avec moi, j'ai toujours du mal à choisir une seule chose, mais la première qui m'est venue en tête, c'est la BD Zombilenium de Arthur Depin, qui je trouve est parfaitement adapté à cette saison, puisque bah, ça s'appelle Zombilenium déjà, donc zombie, et c'est le nom d'un parc d'attractions dans lequel on embauche pas d'humains, mais que des monstres et des morts. Donc c'est un parc d'attractions basé sur la peur, sur Halloween, mais où tous les personnages de type momie, zombie, vampire, démon, etc. en sont des vrais. Sauf que les humains ne le savent pas. C'est un parc d'attractions en fait où les monstres se font embaucher mais en signant un contrat et tout ce qu'il faut. Et où par contre s'ils ne respectent le contrat, ils risquent d'être envoyés tout en bas où ils n'ont pas envie de finir justement à cause de leur qualité de monstre. Voilà. C'était une bande dessinée, alors il me semble que les graphismes sont numériques, mais j'aime quand même beaucoup les graphismes. C'est une BD que j'ai beaucoup aimée, que j'ai relue d'ailleurs depuis, après l'avoir lu une première fois, je l'ai relue récemment, et ça m'a toujours autant fait rigoler, je la trouve super sympa, puisqu'il faut quelque chose d'un peu revigorant avec de l'action. Celle-là a quand même un minimum d'action, effectivement, puisqu'entre les monstres, il y a quelques courses-poursuites, des choses comme ça. Je la trouve très drôle, il n'y a pas de... y a pas besoin de trigger warning en fait, parce que même si c'est basé sur des monstres, mais c'est pas, il y a rien qui fasse peur. Et c'est une histoire que je trouve originale et sympathique, voilà. Donc je trouve que ça collait très bien au thème. Il y en avait quand même une deuxième dont je voulais vous parler, tout simplement parce que je sais pas pourquoi, ça fait très longtemps que j'ai lu et je m'en suis rappelé que récemment, c'est City Hunter de Tsukasa Ojo. Pour ceux qui connaissent la version française, en français c'est Nicky Larson. Alors je vous dis tout de suite que l'animé de quand j'étais gamine, j'aimais pas du tout, je trouve assez ridicule. J'ai revu quelques années après, ça n'a rien changé, je n'aime toujours pas. Par contre, la bande dessinée, enfin le manga est absolument génial. Il est à mourir de rire. Puisqu'on parle d'action et de quelque chose de revigorant, pardon, là vous en aurez. Pour ceux qui ne connaissent pas, City Hunter en fait c'est l'histoire d'un, j'allais dire d'un tueur à gages, pas vraiment un tueur à gages, mais c'est une personne effectivement qui évolue dans le milieu des tueurs et qui gagne son argent en collectant des criminels. C'est un chasseur de tête, voilà, plutôt qu'un tueur à gages. Et qui effectivement donc va sur son chemin rencontrer une femme qui va finir par travailler avec lui, avec bien entendu avec qui il y a quelque chose qui va se former, mais lui effectivement il a toujours peur parce qu'en fait dans ce milieu-là, ben il trouve que c'est dangereux et c'est un petit peu, et pourtant sans elle il n'arrive pas à faire son boulot. C'est un manga, je crois, qui a 32 tomes. J'en avais lu la totalité. Et je sais pas pourquoi je m'en suis rappelé récemment. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça m'avait manqué. En fait, je pense que je vais les relire. Parce que l'humour, je sais que quand je l'avais lu, j'avais passé un super bon moment. C'était intriguant. L'histoire était géniale. Même les aventures, une par une, super sympa. Franchement, les dessins sont très très beaux. C'est un mangaka que j'adore, en fait. Parce que c'est celui aussi qui a écrit Cat Size, pour ceux qui connaissent. Et il y en a un paquet d'autres. En fait, je vais vous en reparler dans pas longtemps. Pour une bonne raison. Mais sincèrement, si vous avez l'occasion de vous pencher sur ce manga, faites-le. Pendant quelques années, c'était assez difficile de trouver les mangas de cet auteur parce qu'ils étaient épuisés et puis ça, ils n'étaient pas réédités. Mais de ce que j'ai vu ces dernières années, ils ont commencé à rééditer la totalité justement de toutes ces histoires. Donc autant en profiter si vous pouvez mettre la main dessus, voilà. Parce que sincèrement, c'est des histoires qui sont très sympathiques, très drôles et qui permettent effectivement qui ont un côté effectivement assez énergisant comme la petite question le demandait. Voilà.
Numéro 2. La nature est magnifique mais aussi mourante. Nomme un livre qui est magnifiquement bien écrit mais qui traite aussi de sujets difficiles comme la perte ou le chagrin. Et bien là, je vais vous parler d'un auteur qu'on connaît tous très bien, c'est Stephen King. Mais pour un livre pareil qui m'est revenu en mémoire en fait en lisant ces questions. Après, c'est vrai que quand je fais des tags, j'essaye aussi de ne pas me répéter, de ne pas utiliser que des livres que j'ai lus récemment. On a souvent tendance à réutiliser des titres dont on a parlé plusieurs fois ou il n'y a pas longtemps, tout simplement parce que c'est ce qu'on a lu récemment et donc notre mémoire forcément est beaucoup plus fraîche pour ces livres-là. Mais j'essaye en général de ne pas, justement de revenir sur des choses un petit peu plus anciennes et en même temps c'est plutôt bien parce que ça me permet moi aussi de me remémorer des anciens livres et de repenser au plaisir que j'ai eu en les lisant justement. Et je voulais vous parler de Joyville de Stephen King que j'ai lu en 2015. Alors pourquoi je m'en rappelle? Parce que, aussi précisément, c'est parce que je l'ai lu dans un bus, parce que j'avais pas mal de trajets. J'étais partie en Écosse pour un job, entre guillemets, pendant l'été. Et effectivement, à un moment donné, j'avais eu pas mal de trajets à faire. Et donc, je l'avais lu dans le bus et je me rappelle parce que c'est un livre en fait qui m'a fait pleurer et j'avais beaucoup de mal dans le bus à essayer de rester stoïque et j'arrêtais pas de regarder les gens autour de moi pour essayer justement de voir si on me voyait ou pas. Je me disais oh là là mon dieu. Joyville, c'est le livre qui m'a réconciliée avec Stephen King puisque je l'ai lu énormément pendant ma jeunesse et puis après j'ai complètement arrêté. Autant parce que j'avais des envies de nouveau, des envies d'auteurs différents, mais aussi parce que les derniers que j'avais lus, l'écriture, je commençais à avoir un petit peu de mal. Et du coup, j'ai plus été tentée pendant longtemps et j'ai pris Joyville parce que j'aimais beaucoup la couverture, vous savez, qui faisait affiche de films d'horreur des années 40, 50, vous savez, ce truc un petit peu vintage que j'ai trouvé sympa. Et l'histoire parlait d'un parc d'attractions. Je viens de me rendre compte qu'en fait, on est beaucoup dans les parcs d'attractions aujourd'hui. Bref. Et donc, il parle d'un parc d'attractions qui serait hanté et dans lequel il y a un fantôme qui apparaît régulièrement. Et donc, bien entendu, on va suivre le personnage principal qui va essayer d'explorer ce parc d'attractions et donc son histoire, effectivement, essayer de comprendre ce fantôme, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il est dangereux, etc. Des histoires à la Stephen King, hein. Mais comme d'habitude, en tout cas comme d'habitude avec les bons livres de Stephen King, ce qui est le plus génial, c'est que l'histoire est intéressante, mais c'est le développement des personnages qui est absolument génial. Et dans cette histoire-là, le personnage principal va faire la connaissance d'une femme qui vit seule avec son enfant, qui vit aussi aux alentours de cette foire foraine en fait dans laquelle il travaille pour l'été. Et il y a toute une histoire entre eux justement qui va se créer où il va découvrir sa vie à elle, on va aussi découvrir sa vie à lui. Au final, l'histoire de fantôme dans le parc d'attractions n'est vraiment qu'un arrière-plan. Ça n'est pas du tout l'histoire qui nous intéresse le plus et moi je sais que c'est une histoire qui m'avait beaucoup touchée, qui fait que quand je l'ai fini, la première chose que je me suis dit ça a été mais pourquoi j'ai arrêté de lire Stephen King pendant si longtemps? Par la suite, je me suis rappelé pourquoi. Mais sur le moment, c'est vraiment le livre qui m'a réconciliée avec lui parce que j'ai trouvé vraiment que c'était un petit bijou, je l'ai adoré. Je me suis dit, mais non, franchement, c'est vraiment, je trouve, autant j'adore le côté horreur parce que c'est mon truc, autant je trouve que King a vraiment un talent pour développer des personnages profonds, des personnages intéressants, avec des histoires intéressantes, et je pense que c'est aussi ce qui fait son succès dans le monde entier, et qui fait que même des personnes qui n'aiment pas trop l'horreur le lisent lui, ou que ses adaptations, pour une grande partie, fonctionnent aussi bien. Voilà. Alors la troisième question, il s'agit de l'automne, c'est la saison de la rentrée des classes, présente un livre de non-fiction qui t'a appris quelque chose de nouveau. Si, là par contre je vous en cite un récent, mais parce que je n'en ai pas non plus parlé tant que ça, je l'ai vaguement évoqué dans un de mes vlogs. Il s'agit de Extinction de Charles Frankel, si je me rappelle bien, qui est un livre qui revient en fait sur les extinctions de masse pour en fait expliquer la 6e extinction que vraisemblablement nous sommes en train de commencer à vivre, et que j'ai trouvé absolument passionnant. C'est un livre de vulgarisation scientifique qui, je trouve, se lit très facilement, quel que soit votre niveau, qui est intéressant. On apprend des tonnes de choses par page. Je crois que c'est l'un des trucs où j'ai le plus surligné, juste pour revenir dessus, pour aller chercher des documents, parce qu'il y avait tellement de choses super intéressantes. En plus, pour nous faire comprendre le phénomène qui arrive aujourd'hui, ou en tout cas qui probablement est en train de s'enclencher, en fait, il nous emmène à l'histoire géologique de l'espace
de la Terre et donc surtout de la vie avec les extinctions. Et il revient dessus de telle façon qu'on comprend parfaitement bien. C'est très pédagogique, c'est hyper bien expliqué. Chaque extinction est expliquée avec en même temps les théories, les hypothèses, les choses qui ont été vérifiées, celles pour lesquelles on a encore des doutes, les choses en fait qui ont changé depuis certaines années. Puisque la science est comme ça, la science n'est jamais complètement exacte malgré son nom, c'est-à-dire qu'elle est changeante dans le sens où à chaque nouvel élément, on ne remet pas en cause ce qui a été trouvé avant, mais on réévalue et on redirige l'information dans la bonne direction. Voilà, c'est plus ça. Et franchement, si vous êtes un tant soit peu intéressé par les sciences, par la vie, par la géologie, par l'histoire, même si c'est l'histoire de la Terre, n'hésitez pas. Et si ce n'est pas le cas, testez quand même parce que, comme j'ai dit, c'est de la très très bonne vulgarisation, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de compliqué, ça se lit, mais vraiment, en plus c'est plein de cartes, de graphiques, de choses comme ça, donc vous pouvez très facilement vous y retrouver. À la limite, mettez des post-it, mettez-vous des petits trucs, allez regarder si vous voulez sur internet des petites images supplémentaires pour par exemple voir les cratères de certains super volcans, des choses comme ça. Mais très sincèrement, en tout cas pour moi, je trouve que c'est d'utilité publique, je trouve que c'est passionnant, c'est très facile à aborder et ça m'est peut-être personnel, mais moi personnellement, combien de fois j'ai dit personnel? Désolée, c'est pour ça que j'ai bloqué. Mais les choses me passionnent très vite. Voilà. Je m'ennuie très vite et les choses me passionnent très vite. Mais c'est vrai que moi, quelque chose comme ça qui fourmille d'informations qui sont hyper faciles à comprendre, j'ai qu'une envie, c'est de creuser chaque point en fait qu'il explique. Et clairement, je me suis régalée. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je pense que c'était une très très bonne occasion de parler de celui-là. J'en avais pas d'autres en tête là quand j'ai lu les questions, donc je me suis dit, on va revenir sur celui-là. Numéro 4. Dans le but de rester au chaud, c'est bien de passer du temps avec les personnes que l'on aime. Nomme une famille fictive, des colocataires, un groupe d'amis dont tu aimerais faire partie. Alors là, le truc, c'est que vu comment la question est tournée, j'arrive pas à savoir si c'est basé sur un livre, une histoire, ou sur tout et n'importe quoi, série, film, etc. Alors, s'il faut rester dans un contexte littéraire, je vais reprendre en fait quelque chose d'assez similaire que j'avais déjà répondu dans un autre tag. S'il fallait que je vive au milieu de certains personnages ou que je les fréquente, je choisirais les hobbits. Voilà. Ils sont pas casse-bonbons, ils aiment bien vivre tranquillement, ils ont des jardins, ils ont des maisons adorables, ils passent leur temps le nez dehors, ça c'est un truc qui me manque, mais quelque chose de bien. Ils aiment manger, boire, fumer, s'asseoir, discuter pendant des heures de tout et de rien. Je trouve que ils ont une vie idéale d'une certaine façon, voilà. C'est un petit peu enfin la vie rêvée, pas forcément pour tout le monde, mais je trouve que s'il fallait se coller à des personnages, pour moi ça serait l'idéal. Il y a d'autres personnages dans d'autres livres aussi qui sont intéressants, mais parce que l'histoire est intéressante ou parce que leurs caractères sont intéressants, mais s'il faut vraiment vivre dedans, un truc où c'est l'apocalypse ou je ne sais quoi, enfin moi je parle par rapport à ce que je dis d'habitude, ouais, j'aime bien lire, j'aime bien regarder, par contre vivre dedans, personnellement. Et par contre, si c'est hors littérature, je choisirais... Alors du coup, je vais éviter Stranger Things, puisque c'était la réponse de Jurassic Jones, et parce que c'est vrai que j'y ai pensé aussi, mais sinon, non, il y a aussi le groupe de The Big Bang Theory. Qui m'intéresserait beaucoup parce qu'effectivement avoir un groupe d'amis pour jouer à des jeux de société, des jeux vidéo, parler des heures de tout et n'importe quoi, se poser des questions mais ridicules, mais pour lesquelles il te faut tellement la réponse que tu vas t'emballer comme ça pendant des heures. J'ai des amis avec qui on est comme ça, plus maintenant parce que je suis loin de tout le monde, hein, et puis on a tous des obligations, voilà, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune où on se faisait des fois des soirées où franchement l'une des premières choses que j'adorais dans cette série et qui m'a fait mourir de rire, c'est certaines scènes, je les ai vécues, mais vraiment. Et aussi ridicule que ça puisse paraître, mais ouais, c'est... Voilà. Donc je trouve effectivement que je pourrais facilement m'intégrer à ce groupe-là. Voilà. La catégorie numéro 5, en fait, va falloir que je me déplace pour vous montrer ça, parce que c'est les feuilles d'automne s'entassent sur le sol, montre-nous une pile de livres ayant le dos aux couleurs de l'automne. Alors ça tombe plutôt bien parce que, comme vous le savez, j'ai très très peu de livres ici, hein, voilà, c'est comme ça.
Mais le peu que j'ai en fait qui sont près de ma télé, ce sont les quelques rares livres que je me suis autorisée à acheter en physique ici. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, mais quasiment toutes les tranches sont rouges, orange ou noires. Voilà, donc je pense que ça tombe très bien. Je ne pense pas qu'on puisse retourner la caméra dans l'autre sens, je vais essayer. Et puis sinon, bah, ça coupe et puis ça va remettre quand je vous montre les bouquins. Eh bien, il faut que je le refasse puisque mon téléphone n'a pas enregistré. Donc, ici, vous avez The Wandering Earth de Liu Cixin, dont vous connaissez déjà la couverture tellement par cœur, à force de le voir avec moi. Mais c'est vrai que la couleur colle parfaitement bien. Sinon, ici, vous avez une édition de Dracula que je vous avais montré pour l'un des anciens challenges. Je ne sais plus par contre si c'était le pumpkin ou autre chose. Voilà, très très belle édition, mais je ne vais pas trop le bouger pour pas que tout se casse la gueule. Voilà. Si vous voulez le voir, hein, regardez sur les anciennes vidéos, mais c'est vrai que très belle édition et très bon bouquin puisque je l'ai lu il n'y a pas... Désolée, ouais, j'ai du mal à mettre les choses. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps et franchement, je l'ai adoré avec le petit marque-page de chez Piketty Bookin. Alors, Daphné du Maurier, Rebecca, ça c'est bleu donc ça compte pas. Et je l'ai toujours pas lu, mon Dieu. Et Circé de Madeleine Miller que j'ai toujours pas lu non plus. Sinon, ici, on a un livre où, vous savez, je vous ai déjà montré dans certains vlogs, j'aime bien aller dans les temples pour collectionner les calligraphies, les signatures de temples. Et en fait, vous avez des petits guides comme ça qui vous permettent de voir quand il y a des événements particuliers ou des périodes de l'année où certains temples en font des différents. Avec, en plus de la signature, éventuellement des œuvres d'art, hein, puisqu'il y en a certains qui sont des vraies peintures à la main. Ce sont des, enfin, il y en a des vraiment très particulières. Et certains sont aussi des bénédictions particulières selon la période de l'année ou selon un événement quelconque. Donc voilà, donc ça c'était, en tout cas c'est très intéressant pour moi. Mais peut-être qu'un jour je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Et puis sinon, tout simplement, tout le reste, ce sont des livres de coloriage, dont beaucoup sont rouges parce que ce sont des coloriages d'horreur. Alors s'il y en a parmi vous qui connaissent, ce sont des livres d'Alan Roberts, qui est aussi un membre de groupe de métal et qui fait ces livres donc de coloriage qui sont tous faits avec des zombies, des monstres, des machins. Il y en a certains qui sont un peu cracra, hein, mais franchement quand on aime l'horreur et les coloriages, c'est absolument génial. Si vous voulez, un jour je vous les montrerai un petit peu plus en détail. Et puis bien entendu les trucs plus classiques de Johanna Basford, etc. Ce bidule là, c'est parce qu'en fait quand j'arrive pas à bien ouvrir les livres pour les colorier correctement, je dégomme la tranche, voilà. Comme ça, ça me permet de les prendre page par page. De toute façon, ce sont des trucs d'art, ce ne sont pas des romans. Donc, c'est pas bien grave. Et puis, je pourrais toujours les remettre ensemble par la suite. Voilà. Catégorie numéro 6. Alors, il s'agit de l'automne et le moment parfait pour raconter des histoires au coin du feu. Montre un livre à l'intérieur duquel quelqu'un raconte une histoire. Alors, je ne peux pas vous montrer le livre physique, hein, comme d'habitude, puisque je l'ai sur liseuse, mais je voulais vous parler de Demain, les chiens de Clifford Simak. Alors, je ne sais pas du tout si je vous ai déjà parlé de ce livre, il me semble pas. Si c'est le cas, je suis désolée. Mais écoutez, dans le doute, vu que c'est un livre que j'adore, alors attendez, je vais juste bouger un petit peu la caméra, ouais, parce que là, enfin la caméra, le téléphone, voilà, parce que j'ai l'impression d'avoir un peu la tête dedans. Demain les chiens, en fait, est un fix-up. Alors, un fix-up, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de nouvelles qui se passent, en fait, dans un contexte spécifique qui est commun à toutes ces histoires et qui, parfois, se suivent les unes les autres. En fait, ce sont souvent des histoires qui se passent dans le même monde, pas toujours à la même époque, mais en tout cas, qui sont reliées entre elles d'une façon ou d'une autre. Et dont, parfois, on ne comprend le vrai lien qu'à la fin de l'histoire. Demain les chiens en fait commence avec une histoire qui se passe dans un futur lointain où l'espèce dominante sur Terre est le chien. Le chien qui parle, qui a une vie très anthropomorphique, qui a un langage et qui adore raconter des légendes sur une créature disparue depuis longtemps qui est l'être humain. Et en fait, dans cette histoire, nous avons un chien qui va raconter à d'autres chiens et surtout à des petits chiots l'histoire de la Terre et des humains, comme cela s'est passé dans les derniers siècles, justement au coin du feu. Donc je trouvais que ça collait parfaitement bien à la thématique. Et donc dans ce livre, les histoires que va raconter ce chien va nous montrer en fait comment est-ce que d'une société qui ressemble à ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire la domination
de l'espèce humaine avec le chien comme compagnon à une société où le chien peu à peu va commencer à apprendre à communiquer, à avoir une certaine dominance et comment les êtres humains vont disparaître ou plutôt comme d'habitude, parce que là c'est pas vraiment surprenant, va se débrouiller pour se faire disparaître. Hein. Voilà. Ce sont des histoires très intéressantes, comme souvent avec les nouvelles c'est inégal, c'est-à-dire qu'il y en a des excellentes, d'autres moins, mais j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce livre. Quand je l'ai lu, je l'ai absolument adoré. Il y a un côté cosy, il y a un côté en plus, je trouve que le point de départ est absolument adorable. Imaginez tous ces petits chiots autour du feu, et puis avec le chien adulte, effectivement, qui est là en train de raconter les histoires aux petits, et en fait, en sachant que c'est notre histoire qui va raconter, c'est un petit truc un petit peu... Et en même temps, les histoires qu'il raconte, c'est de la science-fiction pure et dure, c'est-à-dire qu'il va y en avoir qui vont se passer dans le futur forcément, certaines dans l'espace, certaines en fait qui vont aussi montrer quelle technologie on a développée et ensuite quelle technologie les chiens ont développée pour justement évoluer dans ce monde qui au final ressemble un petit peu au nôtre. Étonnamment, dans ce futur éloigné, tout est revenu à vivre tranquillement dans une maison en campagne, isolée. Voilà. Donc, très sincèrement, j'ai beaucoup aimé ce livre, mais pour l'instant, c'est vrai que tout ce que j'ai lu de Clifford Simak, j'ai absolument adoré. C'est un auteur que je veux continuer de lire. Et j'ai lu aussi Dans le torrent des siècles et il y en a un autre. Au carrefour des étoiles. Voilà. Je les ai tous adorés, sans exception. Voilà. Donc très sincèrement, si vous voulez essayer de lire quelque chose en plus qui va bien vous mettre dans une ambiance cosy et qui malgré tout a de l'aventure, de la science-fiction, et puis bon la science-fiction c'est toujours un petit peu déprimant, ça c'est comme ça, mais très sincèrement lancez-vous, c'est super bien écrit, c'est très poétique, c'est très beau, sincèrement. Voilà. Alors pour le numéro 7, Les nuits s'assombrissent présente une lecture sombre, effrayante. Et là, bien entendu, ça se complique avec moi parce que j'en ai tellement que j'avais un petit peu de mal à choisir, mais j'ai essayé vraiment de choisir quelque chose qui, moi, m'a vraiment angoissée en choisissant un livre dont je n'ai pas forcément parlé avant. En sachant qu'en plus, je ne me rappelle pas forcément de quoi j'ai parlé avant. Et j'ai décidé de vous présenter en premier Bird Box. Bird Box, c'était un livre que j'avais lu parce que j'avais dû rester chez moi. Je sais que j'étais déjà au Japon, mais j'étais restée chez moi parce que ma boss ne voulait pas que j'aille à l'école parce que j'étais très malade. En fait, j'étais très malade, j'avais chopé une grippe, quoi, voilà. Mais c'est vrai que j'ai tendance à aller au travail même en étant malade, donc je fais pas attention. Et elle m'a dit non, tu vas contaminer tout le monde, voilà. Donc j'étais un petit peu énervée. Entre le fait d'être fatiguée, malade, d'être coincée à la maison, et donc je me suis dit tiens ce bouquin là, allez hop, je me suis dit, j'ai entendu qu'il avait l'air un petit peu effrayant, je me suis dit allez on va se mettre dans un truc là, et je l'ai lu quasiment d'une traite. Et il m'a grave fait flipper. Alors après c'est peut-être aussi parce que je l'ai lu d'une traite. Et parce que comme j'étais coincée chez moi, j'étais dans mon lit, je me rappelle, j'étais allongée, j'avais pas trop de lumière en plus parce qu'il pleuvait tout le temps, enfin c'était un petit peu... L'ambiance, tout ça, ça m'a mis dedans et c'est vrai que ça m'avait quand même vachement... ça m'avait vraiment mis dans un milieu assez angoissant. Alors s'il y en a qui ne connaissent pas Bird Box, parce que depuis ça a eu un gros succès, ça fait des films au cinéma, enfin voilà, mais au cas où, Bird Box c'est une histoire en fait qui se passe au début dans notre monde moderne, dans lequel tout d'un coup les gens vont commencer à se suicider, il va y avoir des meurtres inexplicables, il va y avoir beaucoup de choses comme ça, mais on ne sait absolument pas ce qui se passe, c'est un petit peu comme une épidémie de zombies, alors attention c'est pas ce qui se passe, mais dans le principe, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a tout qui part en sucette, et personne ne comprend ce qui se passe, et tout ce que tu peux faire c'est de fuir avant que cette chose te rattrape. La seule chose qu'on a réussi à comprendre au fil du temps, c'est qu'apparemment c'est provoqué par quelque chose que tu vois. Sauf qu'à chaque fois que ces personnes voient cette chose, comme elles se tuent ou comme elles vont tuer d'autres personnes et qu'elles se font tuer, du coup personne n'a réussi à expliquer de quoi il s'agissait. Donc on ne sait pas en fait de quoi se méfier. Et à partir de là, les personnes qui ont envie de se sauver, d'essayer de sauver leur peau, vont être obligées d'avoir les yeux constamment fermés, en tout cas d'avoir un bandeau sur les yeux, pour être sûr justement de ne pas se faire choper par ces choses. Sauf qu'en même temps, ça veut dire être à la merci de tout et n'importe quoi, puisqu'on ne peut plus voir. Et très vite, en fait, tout le livre est raconté avec un personnage principal qui, dès le début de l'histoire, va perdre sa sœur. Elle est enceinte, histoire de bien arranger les choses, et elle doit partir en voiture
en conduisant bien sûr à l'aveugle et en essayant de s'échapper en ne sachant pas ni où, ni quand, ni pourquoi, ni même de quoi elle doit se méfier, ni enfin bref, donc c'est très très oppressant et toute cette histoire en fait est perçue du point de vue des sons, des odeurs et des sensations. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que l'immersion est vraiment très très poussée. J'ai trouvé personnellement que c'était hyper efficace. Voilà. Après, comme je dis, très vite après que j'ai lu ce bouquin, avant même qu'ils fassent ce film-là, ils ont fait un autre film d'horreur que j'ai pas encore vu qui s'appelle A Quiet Place, qui me semble était basé sur le même principe. Et puis après, c'est vrai qu'ils ont beaucoup parlé après de Bird Box, machin. Donc voilà. Donc du coup, ça m'est un petit peu passé. Mais en lisant cette question, je me suis dit, mais c'est vrai que si, il avait été super efficace. Le fait qu'il y ait eu beaucoup d'engouement et que du coup, bon, au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulé, n'enlève pas en fait l'effet que j'ai eu avec ce livre qui a été vraiment très très bon. Alors par contre, si vous êtes claustrophobe ou si vous avez des problèmes d'angoisse dû à ce genre de choses, zappez, clairement zappez. Par contre, si vous aimez bien ce genre d'ambiance, ce genre d'histoire quand même assez originale, en tout cas quand c'est sorti, lancez-vous parce que c'est hyper bien écrit et l'ambiance est bien retranscrite. Hein. Alors, pour le numéro 8, si je ne me trompe pas, Les jours rafraîchissent nomme une courte lecture qui donne du baume au cœur et qui pourrait réchauffer la journée froide et fluvieuse. Et fluvieuse. Ça veut dire quoi, effluvieuse? Et pluvieuse de quelqu'un. Alors, j'en ai choisi un. Alors, cette fois, c'est un roman graphique. Il me semble pas non plus, c'est comme Demain les chiens, je crois que je n'en ai pas parlé sur cette chaîne. C'est un roman graphique pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur quand je l'ai lu et c'est Un océan d'amour de Wilfried Lupano et je me rappelle plus le nom de la deuxième personne. C'est une bande dessinée sans parole, si je me rappelle bien, parce que ça fait quand même plusieurs années que je l'ai lu. C'est une bande dessinée sans parole qui se passe en Bretagne avec l'histoire d'un marin pêcheur qui part en mer et qui ne revient pas. En tout cas pas tout de suite, et dont la femme en fait attend son retour au bord de la mer. Et en fait ça nous raconte toute leur histoire justement, comment elle attend, enfin il y a tout un truc autour des crêpes si je me rappelle bien, parce que c'est très important en Bretagne. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà les dessins sont magnifiques, l'histoire est mélancolique, et en même temps, il y a des passages où on se tape des barres de rire, mais vraiment c'est un truc, et pourtant il n'y a pas de parole. Et tout passe par les expressions des visages de ce couple très vieux. Je crois que je ne vous ai pas précisé en fait que c'est un petit papy, une petite mamie. Hein. Et ils ont des visages vraiment très expressifs et ils ont besoin de rien dire avec leurs grands yeux, avec leurs grands gestes. En fait, on comprend tout, on comprend absolument tout. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une BD très douce, très belle, très poétique et en même temps super drôle. Voilà, donc pas grand chose d'autre à en dire, puisqu'effectivement si j'en dis plus je vais le dévoiler, mais en tout cas une très belle histoire si vous pouvez la procurer sincèrement. La couverture a une boîte de sardines et il me semble qu'il y avait eu une édition spéciale dans laquelle ils donnaient des boîtes de sardines. Mais c'était pas ce que j'avais eu à l'époque, donc voilà. Mais franchement faites-vous plaisir, elle est très bien. Ensuite, nous avons l'automne par chance, c'est ma saison préférée. Je ne sais pas si c'est dans la question ou si c'est Jurassic Jones qui l'a rajouté, mais personnellement, ça me convient très bien, puisque c'est le cas aussi. Donc l'automne revient chaque année. Nomme une ancienne lecture favorite dans laquelle tu aimerais retourner rapidement. Alors ça aussi, c'est compliqué parce que j'ai beau aimer mes lectures, je passe rapidement à la suite. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui relit les livres. Par contre, si je devrais faire une exception, ce serait Le Seigneur des Anneaux. Voilà, j'en ai déjà parlé plein de fois. J'adore Le Seigneur des Anneaux. J'ai jamais pu finir le livre parce qu'en fait, il n'était pas à moi quand je l'avais emprunté. Et j'avais dû le rendre et j'ai jamais eu le temps de le finir. Et j'en avais quand même lu une bonne partie, hein, plus de la moitié en tout cas sûr. Et par contre, j'ai lu le Silmarillion, j'ai lu les histoires inachevées, j'ai lu tous les trucs qu'il y avait autour. J'ai vu le film qui est mon film préféré, voilà, la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est mon film numéro 1. Tout ça pour dire que c'est l'un des rares où je pense que je vais m'y remettre, d'autant plus qu'il me semble qu'ils ont fait une nouvelle version de l'audiobook en français, dont j'ai entendu dire qu'elle était très bien, sauf qu'en anglais aussi, il y a une nouvelle version de l'audiobook qui a été faite par Andy Serkis, vous savez l'acteur qui jouait Gollum, voilà.
Donc je pense que je vais tester un petit extrait des deux, voir lequel fonctionne. Et vu que je connais déjà l'histoire, justement, de me l'écouter en audio. Parce que comme c'est très très long, mais en même temps, je me dis, voilà, quand je fais mon petit point de croix, quand je fais mes dessins, mes machins, voilà, comme ça, j'aurai ça en fond. Et alors, je sais pas si la question c'était de le relire ou de retourner. Mais en même temps, le monde du Seigneur des Anneaux, c'est un monde qui me fait rêver. Ça aussi, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas trop m'attarder. Depuis que je suis gamine, tous mes cousins ont toujours dessiné, peint, etc. Et ils avaient des livres, des illustrations du Seigneur des Anneaux avec John Ho, avec Alan Lee. Et je me rappelle que je me régalais à les regarder peindre et dessiner, à essayer d'imiter aussi. Et justement, à travers ces livres-là, avant même de lire Tolkien, ce qui fait que j'avais ces mondes-là bien dans ma tête. Et ce sont, je crois, parmi les mondes les plus beaux, les plus bellement décrits que je crois que j'ai pu rencontrer dans la littérature jusqu'à maintenant. Voilà. Il y a d'autres belles choses que j'ai croisées, mais le Seigneur des Anneaux a une place particulière, que ce soit Rivendell, que ce soit le monde des Hobbits, que ce soit, je veux dire, si on enlève les batailles, encore une fois, ce genre de choses, parce que forcément, c'est pas ce que j'ai envie de vivre, mais tous ces autres mondes, franchement, de verdure, de nature, en fait, je reviens à ce que je disais sur les Hobbits. Voilà, tout simplement. Voilà. Et puis, pour la question numéro 10, l'automne est la parfaite saison pour des nuits de lecture cosy. Présente tes accessoires de lecture cosy préférés. Je vais aller les chercher parce que j'ai pas pensé. Alors, revenons-en aux accessoires cosy préférés. Alors, une que vous avez très certainement vue, parce que ça, c'est toute l'année, dès que je bois quelque chose de chaud, mon tumbler de Vladivostok, qui, en plus de ça, à chaque fois que je le vois, me rappelle quand je suis allée en Sibérie, entre autres. Donc forcément, ça ne peut que faire... Je sais pas, en plus je trouve que ce crabe est super beau, sincèrement. Quand je l'ai acheté, quand j'étais là-bas, en fait, c'est tout simplement parce que je devais prendre le transsibérien. Et sur le coup, j'avais prévu les nouilles lyophilisées, machin, parce que quand on reste plusieurs jours dans un train et qu'il n'y a que de l'eau chaude, faut prévoir, puisque les arrêts ne sont pas suffisamment longs en fait pour pouvoir aller acheter des trucs. Et sauf que j'ai pas pensé une minute que de l'eau chaude, des nouilles, c'est bien, mais je les mets où? Et voilà. Même le café, le thé pour le matin, je me suis merde. Et donc du coup, j'ai acheté ça. Sur le coup, j'ai trouvé quand même que c'était un petit peu cher, on va dire, pour la Russie. Hein. Et sur le coup, je me suis dit, ça me fait chier quand même de l'acheter juste pour ça. Mais bon, il me faut bien quelque chose. C'est difficile à regretter parce que je crois que c'est l'un des trucs que j'ai utilisé le plus de ma vie. Déjà, tous les matins. Tous les matins. Et quand je bois quelque chose de chaud mais de plus petit en volume ou quelque chose de froid, en tout cas à cette période de l'année, désolée, je suis en train de faire bouger la table, hein, ma petite tasse chouette, voilà, que j'ai acheté l'année dernière dans un petit bled, je sais plus où, mais en tout cas qui vient d'ici, du Japon, et que je trouve super mimi. Sinon, absolument indispensable, les écouteurs. Les écouteurs, pourquoi? Pour pouvoir écouter des bouquins pendant que je fais mon trafic dans mon appartement, pour pouvoir écouter les bruits d'ambiance pendant ma lecture et rester la tête dedans, parce que justement comme ça en se déplaçant on a toujours le truc, pour m'écouter mes petites vidéos musicales dont je vous ai parlé dans la vidéo sur la musique, avec justement les bruits de pluie, les bruits de neige, de blizzard, combinés, parce que parfois en fait j'ouvre plusieurs onglets en même temps, avec certaines petites musiques anciennes, certaines musiques de radio, des choses comme ça, le tout ensemble pour avoir vraiment l'impression d'être dans un milieu complètement différent. Et pour accompagner ceci, ce machin que je sais pas comment ça s'appelle, et dans lequel vous mettez, ça aussi je vous l'ai déjà présenté une fois, la cire de soja à fondre, vous savez, qui permet d'odoriser tout l'appartement, voilà, avec la petite bougie là. Et il y en a certaines qui sentent, mais alors c'est un truc de fou. Et je vous ai ramené certains de mes préférés parce que, puisqu'on parle ambiance, désolé, j'ai mes cheveux qui s'accrochent partout, tant qu'à faire. Bookstore, qui sent, mais alors, ça sent entre le vieux bouquin, la vieille boutique, le café, c'est à tomber. Spooky Stories, qui la première fois est un petit peu surprenant, mais en fait qui sent le vieux bois qu'on met dans la cheminée. Ça sent super bon. Oui, avec du coco. Comment on dit ça en français? Cacao. Mais vous savez, le côté un peu amer. Et Rainy Days Reads. Si ça, c'est pas adapté à l'époque, franchement, voilà. Et celui-là, ici ils disent Fresh Rain, Ginger, Lavender, donc lavande, gingembre et pluie. Je ne peux absolument pas
vous dire si ça sent vraiment ça, parce que c'est pas vraiment ce que je sens quand je le mets. Mais ça sent hyper bon. Un petit peu, vous savez, quand l'odeur change, quand il pleut. Vous savez, l'odeur, elle change complètement. Il y a tout un truc qui fait que les choses sentent différentes quand il pleut. Voilà, c'est ça, tout simplement. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des 10 petites questions. Surtout si vous voulez reprendre ce tag, pensez à aller voir la vidéo de Jurassic Jones, pensez aussi à me mettre un lien pour que moi je puisse aller voir vos vidéos si vous en faites. Si vous les faites sur Instagram ou même sur un blog, mettez-le moi aussi. Après, comme d'habitude, bah, écoutez, si vous voulez me soutenir, un petit abonnement, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, pardon. Si vous savez pas quoi dire, mettez des petites tronches, des petits bidules, ce qui vous plaît, je m'en fiche, voilà, mais les abonnements et les pouces en l'air, forcément, c'est toujours bienvenu parce que ça nous aide sur les algorithmes YouTube. Les commentaires, c'est un coup de pouce personnel qui fait que ça fait du bien parce que on a l'impression d'interagir vraiment avec les gens, de faire quelque chose en fait qui plaît même si ça a peu de personnes. Et ça, sincèrement, c'est très très gratifiant. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'ici et puis je vous souhaite de très très bonnes lectures et à très bientôt. Voilà, ciao ciao.